Les chiffres de l'INSEE et puis il y a le ressenti des Français. Le pouvoir d'achat du revenu disponible brut, le RDB, est en hausse selon l'INSEE, plus 2,5% en 2024, plus 0,5% en 2025. L'acquis serait déjà pour 2026 de 0,4%. Et Emmanuel Le Chypre, pourquoi les Français pensent le contraire ? Les Français, ils n'ont pas complètement tort, parce que vous citez les chiffres de 2025. On va quand même rappeler que le deuxième semestre de 2025 est apocalyptique pour le pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'il faut remonter au coup de massue fiscale de François Hollande en 2013 pour retrouver une baisse de pouvoir d'achat de ce niveau-là. On est quand même à moins 0,4 sur le troisième trimestre, moins 0,6 sur le quatrième trimestre 2025. Donc non, 2025, ça n'a pas été une bonne année pour le pouvoir d'achat. Après, il y a du psychologique dans ce ressenti des ménages. La réalité, c'est que quand vous demandez aux gens est-ce que votre pouvoir d'achat est suffisant, la réponse est non, quelles que soient les époques, quels que soient les lieux, et qu'en gros, la règle, c'est qu'ils seraient toujours heureux avec 30% de plus. Mais c'est fou. Il vous manque toujours 30%. Mais il vous manque toujours 30%. L'enquête avait été faite au début des années 60. C'était pendant les 30 glorieuses. Au début des années 60, c'était 30%. En 66, 67, alors que le pouvoir d'achat avait quasiment doublé. On avait redemandé aux Français combien il vous manque. C'était toujours 30%. Et si vous prenez la fameuse enquête que fait Cofidis aujourd'hui chaque année, c'est combien il vous manque vraiment pour bien vivre. C'est 500 €. Et comme par hasard, 500 €, ça vous fait à peu près 30% de 1500, 1600 €. Et puis après, il y a quand même pas que de la psychologie, il y a un autre phénomène majeur qui est que quand même la part des dépenses contraintes dans le pouvoir d'achat a considérablement augmenté, et ça c'est beaucoup moins de sentiment de sécurité par rapport aux imprévus, et ça joue. Et puis je termine en disant que la réalité, c'est qu'avec le système de redistribution qu'on a, vous avez ponctionné à ceux qui pourraient se faire des dépenses plaisir, tiens, la classe moyenne supérieure, vous leur piquez tellement de pognon que grosso modo vous le redistribuez à des gens pour assurer leur minimum de dépenses, et donc que vous avez un nivellement par le bas de la consommation qui fait que tous les ménages sont frustrés aujourd'hui de leur pouvoir d'achat. Alors, moi, ce que je retiens, c'est d'abord ce qui est très important, c'est qu'effectivement, au second semestre 2025, le pouvoir d'achat des ménages baisse. Pourquoi ? À cause des impôts et de la pression fiscale et sociale. Encore une fois, la dernière fois, c'était effectivement en 2013, avec le coup de massue fiscale de François Hollande, en deuxième lame de celui qui avait été entamé par François Fillon avant lui. Donc, il y a un moment, il faut quand même réagir sur la pression fiscale. Ceci étant dit, la progression du pouvoir d'achat des ménages, elle est supérieure à la création de richesse en France, et supérieure au PIB depuis plusieurs années. Donc en réalité, ce ressenti, c'est un peu comme le froid, quoi. Vous avez le vrai et le ressenti, il y a un véritable décalage entre les deux. Le sujet, c'est quand on prend le pouvoir d'achat des ménages, mais si vous prenez le pouvoir d'achat par ménage, par unité de consommation, là on se rend compte que c'est plus compliqué. C'est quoi la différence ? C'est que globalement, au niveau macroéconomique, les salaires continuent d'augmenter, mais on a plus de ménages. La population a augmenté jusqu'en 2025. Et donc, par unité de consommation, il y a quand même un chiffre qui est absolument terrible, c'est que le pouvoir d'achat, depuis 2010, a bien augmenté, mais que de 2%. 2% en 15 ans. Donc là, on a un véritable problème. Mais après la crise énergétique qui a coûté très cher, etc., on a de bonnes nouvelles qui arrivent. Quand même, les salaires vont progresser plus rapidement en 2026 et peut-être pour la suite. Mais parce que je le vois venir. Il y a un sujet. Je le vois venir sur la fiscalité, parce que vous le voyez absolument pas venir. C'est pas sur la fiscalité. C'est sur la crise énergétique et la manière dont on l'a traitée. On a dépensé énormément d'argent. Emmanuel Macron a été très critiqué pour ça, avec le bouclier tarifaire. Sauf que ce bouclier tarifaire a permis d'améliorer considérablement la compétitivité française. Plus 8 points par rapport à l'Allemagne en 5 ans. Pourquoi ? Parce qu'on a limité l'inflation en limitant le coût de la facture énergétique, quand les Allemands, par exemple, eux, ont versé des chèques aux ménages. C'est pas du tout la même histoire. Et donc, en limitant l'augmentation
du coût énergétique, on a limité l'augmentation des salaires. Ce qu'on a vu en Allemagne, les effets de second tour sur l'inflation ont fait que les salaires ont augmenté beaucoup. En France, l'inflation, elle est de 0,8. On est sous les 1%. Et donc, les salaires ont moins augmenté, mais on a gagné en compétitivité. Et ça veut dire que c'est bon pour la croissance à venir et donc bon pour les salaires. Emmanuel, à la fin, moi, franchement, les chiffres sur les pouvoirs d'achat, je les comprends pas. Vous me dites fin 2025, c'est une catastrophe. Là, moi, je vous dis 0,5 en 2025 et en plus, on a un acquis pour 2026 et vous me dites, vous, c'est catastrophique. Qu'est-ce qu'il faut regarder en vrai pour avoir une bonne idée sur le pouvoir d'achat? Hausse des salaires et inflation, c'est ça qu'il faut regarder. Non, et puis il faut surtout regarder aussi la productivité. Et c'est ça qui est important. Là, elle est flat. La réalité, c'est aussi que normalement, vous devez avoir, pour avoir une répartition de la valeur ajoutée qui est stable, une augmentation des salaires qui est conforme à celle de la productivité. Or, la réalité de ces dernières années, c'est que la productivité a peu augmenté et qu'effectivement, les salaires ont plus augmenté que la productivité. Et on peut dire que les ménages ont été payés finalement assez généreusement en contrepartie de la productivité qu'ils ont fournie. Mais si vous voulez, c'est beaucoup. On est beaucoup quand même dans la psychologie, d'abord parce que je vous mets au défi, même quand vous êtes modeste, de voir la différence dans votre pouvoir d'achat de 2 euros à peu près sur 100 euros. Donc ça fait quand même pas grand chose, comme dit Raphaël, en 10 ans, et que effectivement tout le monde demande 300 euros. C'est toujours ça. C'est comme et qu'encore une fois, on a de plus en plus de dépenses contraintes, et on a aussi une forte différenciation entre ceux qui ont du pouvoir d'achat et ceux qui n'en ont pas, et qu'aujourd'hui il y a des gens qui ont du pouvoir d'achat qui ne le dépensent pas, et malheureusement c'est ça aussi qui explique que vous ayez une telle perception. Vous savez, c'est toujours la même chose avec les moyennes, hein. La moyenne ne reflète la réalité de personne.